Mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le président Félix Tshisekedi persiste et signe pas question de négocier avec le Rwanda sur si celui-ci demeure sur notre territoire national. Le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru reste profondément préoccupé par l'entrée massive sur le sol congolais des éléments des forces armées ougandaises lourdement armées, des militaires ougandais entrent via la frontière Kitaguma dans le groupement Busanza. Cette opération vise à renforcer en armes et en munitions les terroristes du M23 RDF qui sont actuellement en déficit et des troupes et de munitions selon un communiqué signé par Patient Twizere Sebachici, président du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru. La révisitation de 3 contrats miniers signés à l'époque de Joseph Kabila, à savoir le dossier Sicomine, TFM et Ventura, rapporteront autour de 10 milliards de dollars américains. Ce sont les affirmations d'André Ouamesso, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières. Le but est de rééquilibrer le partenariat historique de la RDC et offrir au pays l'opportunité de bénéficier davantage de ce précieuse ressource minérale. Kinshasa, l'Assemblée provinciale requiert 301 080 dollars américains pour l'organisation de la session extraordinaire inaugurale. Cette plénière aura lieu au siège de l'APK le 5 février sous la présidence du secrétaire provincial de l'Assemblée provinciale. Cette séance sera consacrée à la mise en place du bureau provisoire et à la validation des pouvoirs des députés provinciaux. Au cours de cette session extraordinaire, 16 jours de travaux sont prévus, dont 10 en plénière et 6 en commission. On va se rendre dans l'espace Katanga. L'épidémie de choléra déclarée officiellement dans la province du Haut-Katanga. D'après le ministre provincial de la Santé, des cas sont notifiés presque sous toute l'étendue de la province. Sous 160 cas, 16 décès sont notifiés au courant au courant de ce mois de janvier. Cette épidémie touche également la province du Lualaba voisin. 16 décès donc. Épidémie de choléra qui sévissent dans cette partie du pays. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Grande Tribune. Mesdames et messieurs, 2 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, on va se poser la question de savoir qui aujourd'hui dirige la capitale, Kinshasa. Qui est à la tête de la ville-province de Kinshasa? Et deuxièmement, on parlera du prochain gouvernement. Vous avez vu certains acteurs politiques déjà se mettre en ordre de bataille pour la formation de ce gouvernement qui s'annonce imminent. Quel défi et quel profil voyez-vous pour ce gouvernement? On a 1 heure du temps pour donc échanger autour de ces 2 questions d'actualité. Monsieur Freddy Mwamba, bonjour, bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Dan et merci de l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs aujourd'hui de Grande Tribune qui nous suivent de partout à travers le monde et surtout remercier notre Seigneur Jésus-Christ et demander à tous les téléspectateurs qui nous suivent de s'attacher, de rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, 17, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Et donc c'est cela et je souhaite que les débats d'aujourd'hui soient un débat jouissif. J'espère que tous ceux qui vont nous suivre vont tirer la substantifique moelle des réflexions que nous allons développer sur ces plateaux. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mwamba. Il est cadre de l'AFDC du professeur Modeste Batilukobo. Monsieur Jeannot Manyanga, bonjour également, bienvenue dans cette émission. Vous êtes cadre au MSR, précisément président de la Ligue des jeunes du MSR, un parti politique membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue également. Merci beaucoup, M. Dan. Vous savez, c'est la première fois. Début d'année. C'est la première fois de retourner à la télé depuis que l'année a commencé. Le 31 janvier. Ça fait plus de 3 mois que j'ai à prendre congé avec la télévision en dépit de tout ce qui s'est passé avec les élections récentes de 2023. J'avais
pris une résolution de pouvoir observer, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé au niveau national dans le cadre de l'organisation de ces élections. Mais voici aujourd'hui, par les biais de votre invitation ce matin, lorsque vous m'avez invité, je n'ai pas hésité d'y répondre parce que je devrais retourner au travail que nous avons accepté comme acteurs politiques de pouvoir servir la nation. De ces faits, je salue également mon compatriote, mon ami d'enfance, Monsieur Freddy Mwamba. Je pense que nous allons cogiter ensemble avec lui, réfléchir sur les devenirs de notre pays à l'issue des élections de 2023 que tous les Congolais attendent les développements, tant promis par nos autorités, par ceux qui sont élus, voilà. Aujourd'hui, nous sommes là avec mon co-débatteur, comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire un bon débat. Si vous me donnez quelques minutes, je voulais rappeler ici à l'intention de tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, acteurs politiques, professeurs d'université, étudiants. Vous savez qu'il y a un compatriote à la personne de Joseph Kabila Kabange qui a mis à la place de notre public national et international une thèse portée sur la rivalité entre la Russie, les États-Unis, la Russie et la Chine. Est-ce qu'il a déjà défendu cette thèse? Pardon? Est-ce qu'il a déjà défendu? C'est un travail scientifique qui est déjà débattu, n'est-ce pas? À l'espace international. Je pense dans les jours qui viennent, il sera publié pour l'avancement de notre monde. Comme vous le savez, nous avons eu à étudier, parce que je suis internationaliste de formation. Les théoriciens, les praticiens en relations internationales nous ont appris que le monde était multipolaire. Mais en réalité, avec ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons compris que le monde n'est pas réellement multipolaire et le monde est bipolaire. Mais il y a un compatriote congolais, un panafricaniste, qui est en train de réfléchir sur la question de la bipolarité et la multipolarité dans l'action gouvernementale sur l'espace international. Lorsque ces dernières parlent de la rivalité entre Russie, États-Unis et la Chine, les trois grandes puissances qui sont en train de coordonner aujourd'hui le monde, c'est comme ça que je suis en train de recommander, n'est-ce pas, les scientifiques, les étudiants, les pratiquants politiques, de pouvoir s'appréhender de cet ouvrage. Au moins, Joseph Kabila a donné ses apports comme Africain. Il est le tout premier Africain de pouvoir donner son apport en dépit de ses rivalités. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. Nous avons toujours l'habitude de consommer, nous, Africains, des conseils qui viennent, n'est-ce pas, de l'Occident. Mais néanmoins, cette fois-ci, il y a un Africain qui est en train de prodiguer des conseils aux grandes puissances. Monsieur Jalon Mayanga, on a compris que Monsieur Kabila est en train de réfléchir sur cette thématique parce que le débat a été débattu entre certains professeurs, mais il doit lui-même donc le défendre finalement pour qu'il puisse porter sujet déjà adopté, cette casquette de docteur en relations internationales. Le sujet est déjà adopté, tout est mis en place. Il doit le défendre. Il doit le défendre. Le travail est déjà là. De docteur en relations internationales. Voilà. Maître Kizito, c'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau, bien qu'un peu en retard, mais merci quand même pour le sacrifice. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Bonjour à mes prédécesseurs qui sont déjà sur le plateau. Bonjour, Marcel. Et aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Il y a eu un petit bouchon vers Royal, ce qui a fait que je puisse répondre à votre invitation avec un léger retard. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement le premier sujet. La question va revenir sur cette question de la ville de Kinshasa. Qui est le gouverneur aujourd'hui de la ville de Kinshasa? On va aussi se poser la question sur la décentralisation financière, parce qu'on a suivi beaucoup de gouverneurs dire qu'ils n'ont pas de moyens et que l'argent n'est pas rétrocédé. Comment fonctionnent les provinces si Kinshasa ne rétrocède pas les 40% comme on dit? Donc c'est une question aussi importante. On va donc le prendre en deuxième volet. Premier volet, qui est gouverneur de Kinshasa aujourd'hui? On a vu monsieur Jérôme Mulumba désigné comme étant
intérimaire de la ville de Kinshasa. La décision est revenue. On a revu cette décision par le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui a réhabilité M. Ngobila. Par la suite, M. Godin Pouyi, qui est président de l'APK, a écrit à l'Association congolaise des banques pour dire « M. Ngobila ne peut pas engager la ville de Kinshasa parce qu'il est sous les coups de poursuites judiciaires ». Voilà, c'est dans cette cacophonie que nous sommes. Qui dirige finalement Kinshasa, qui a la signature de Kinshasa. Si un élève était à l'école aujourd'hui, il pose la question, qui est gouverneur de la ville de Kinshasa? Quelle est la réponse qu'il va donner, qui sera exacte? Alors, je commence avec Maître Kizito comme il n'a pas... Non, je commence avec Maître Fedi. Je vous donnerai la parole, Maître Kizito, sans problème. Maître Fedi, quel est votre avis à ce sujet? Aujourd'hui, qui est gouverneur? La personne qui est gouverneur, jusqu'à preuve du contraire, c'est Gentil Ngobila. C'est Gentil Ngobila qui est encore gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce qu'il n'a pas encore été désinvesti de sa fonction de gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit l'autre fois, lorsque nous étions dans le débat ici, que le mécanisme juridique qui est reconnu en ce qui concerne la déchéance d'un gouvernement de province, c'est lorsque la responsabilité du gouverneur de province est mise en cause, la responsabilité du gouverneur de province est mise en cause par les votes d'une motion de censure politiquement et par le vote, ou soit le vote d'une motion de défense individuellement. Soit le président de la République peut relever de ses fonctions. Donc, il n'y a que deux moyens. Le président de la République peut les relever de ses fonctions s'il pose des actes qui sont contraires au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, il peut... Oui. Donc, jusqu'à présent, il a encore... On ne peut même pas dire que M. Gentini Ngobila est en train d'expédier les affaires de province. Il pose des actes comme gouverneur de province. Ça, c'est justement sur le plan du droit. Et je pense que peut-être la confusion, c'est parce qu'il y a eu une correspondance qui a été adressée à l'Association congolaise des banques. Mais attendez, quand vous dites qu'il n'y a que deux moyens qui peuvent pousser le gouverneur à être éjecté de son poste, de son fauteuil, l'Assemblée, la plénière de l'Assemblée provinciale et le président de la République, ce communiqué ou ce message du ministre de l'Intérieur, il est, pour vous, il ne compte pas, il est illégal. Non, le message du ministre de l'Intérieur, là, au contraire, il y a eu un télégramme qui l'a réhabilité, non? Qui a levé la suspension qui pesait sur Gentini Ngobila. C'est comme ça que Gentini Ngobila continue. Il y a eu un autre télégramme, je ne sais pas si vous avez su. Le deuxième télégramme. Oui, il y a eu un autre télégramme qui a réhabilité Gentini Ngobila dans ses fonctions. D'accord. C'est pour ça qu'il continue à exercer comme étant gouverneur de province. Qui dit qu'il est sous les poursuites judiciaires, il ne peut pas engager la ville de Kinshasa. Il a écrit à l'Association congolaise de banque pour dire que M. Ngobila, sa signature a déjà été retirée et ses immunités de gouverneur ont déjà été retirées et donc il ne peut pas engager la ville de Kinshasa. Ça, c'est M. Godin Pouyi. Bon, mais M. Godin Pouyi le dit, mais apparemment, c'est comme si Gentini Ngobila considère que parce que Godin Pouyi il se fonde sur l'article 215 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, mais Gentini Ngobila considère que tous les actes qui sont accomplis en référence d'une disposition du règlement d'ordre intérieur ne lui sont pas opposables dans la mesure où il considère que le règlement d'ordre intérieur n'a pas été publié au journal officiel. Et comme vous le savez bien, en droit, lorsqu'on parle de l'opposabilité, on fait allusion à la publicité. La publicité. Et cette publicité-là, c'est la publication au journal officiel. Il se pourrait que comme il n'y a pas encore eu publication au journal officiel, il considère que... mais pendant 5 ans, l'Assemblée provinciale... toute référence, n'est-ce pas, aux dispositions du règlement d'ordre intérieur ne lui sont pas opposables. C'est quand même grave. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il considère. C'est grave ce que vous dites. Et aussi, bon... C'est très grave. Donc, pendant 5 ans, l'APK a évolué sous l'illégalité la plus profonde. Parce que une structure fonctionne grâce à sa loi organique. Or, cette loi n'a pas été validée, n'a pas été publiée au journal officiel. Donc, en 5 ans, tout ce qui a été produit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa est illégal.
Bon, tout ce qui a été produit par l'Assemblée provinciale n'est pas illégal, à mon humble avis, mais il se pose ce problème. Parce que tout n'est pas seulement lié au règlement d'ordre intérieur, quand même. Tout n'est pas seulement lié au règlement intérieur. Il s'agit d'un règlement intérieur qui a été déclaré conforme à la Constitution. Vous comprenez? Au niveau, il y a même une décision, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui le confirme, qui est, n'est-ce pas, ces règlements d'ordre intérieur est conforme, n'est-ce pas, à la Constitution. Maintenant, nous sommes au niveau est-ce que ces règlements d'ordre intérieur peut-il produire des effets à l'égard des tiers ou à l'égard des députés provinciaux? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Mais sinon, pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que nous devons retenir, c'est que la ville, elle est gérée. Et la personne qui gère la ville, c'est Gentini Ngobila. Mais si Godempo dit qu'il se base sur, par exemple, l'article 2 de la loi portant principes fondamentaux relatifs, n'est-ce pas, à la libre administration de la justice, où on parle de l'Assemblée provinciale, dans son article 2, où on parle de l'Assemblée provinciale qui est habilitée à exercer un contrôle a priori ou soit a posteriori sur, n'est-ce pas, le gouvernement provincial. À ces titres-là, oui, dans le sens où toute émission d'emprunt ou conclusion des prêts doit être soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, si c'est base sur cette disposition légale, je pense que là, ça sera vraiment une bonne chose. Ça ne va pas semer trop de confusion plutôt que de se baser uniquement sur les règlements d'ordre intérieur. Monsieur Jeannot, voilà, alors, Monsieur Jeannot Manyanga, quel est votre avis à ce sujet? Monsieur Dan, vous savez que Belirette, j'ai toujours déploré la gestion de la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Cette cacophonie, difficulté que la ville est en train de souffrir, c'est une implémentation du gouvernement national. Moi, je voulais analyser ce problème à mes approches que je vais pouvoir développer ici. Premièrement, la question de la ville de Kinshasa, nous allons la prendre dans l'approche réaliste, n'est-ce pas? Nous avons des mondes au sein de nos acteurs politiques. Nous avons d'une part la classe des réalistes et d'autre part la classe des idéalistes. C'est là maintenant qui crée un problème. Vous savez que pendant 3 mois avant les élections, les exécutifs à tous les niveaux, ils sont dans des affaires courantes. Ngobila fit candidat. Godempo également. Comme ils sont tous exécutifs, politiques, dans l'approche réaliste, là je reviens dans ce que nous appelons le droit administratif dans l'application, dans la gestion de la territorialité. La libre administration de province. Ngobila candidat, Godempo candidat, directement. Même Jekoko Moulumba candidat. Et Jekoko également candidat. Et tous, à leur niveau, sont dans des affaires courantes. Directement, ils doivent cesser avec l'exécution de leurs fonctions. C'est ce que dit le principe. C'est ce que dit le droit administratif. Ça, c'est ce que dit le principe. Ça, c'est ce que je dis tantôt. J'ai fait mes analyses dans l'approche réaliste. Vous comprenez? La province reste gérée par les directeurs de province. Vous comprenez? Si je peux prendre ça au niveau national, les ministres démissionnent, c'est les secrétaires généraux qui gèrent les affaires. Qu'est-ce que nous constatons avec ces régimes? Un bon nombre d'acteurs politiques, ils se sont focalisés, ils sont restés dans l'approche idéaliste. L'approche idéaliste, analyser la vie politique à la manière que nous l'avons conçue. Celui qui devrait être démissionné, il doit rester. Vous avez vu au niveau national, les ministres et candidats, personne n'a démissionné. Les mandataires actifs, candidats, personne n'a démissionné. Donc tous les ministres qui étaient candidats, personne n'a démissionné. Devaient démissionner. Démissionner, c'est en violation de la loi électorale. Ça, c'est l'ensemble. Quelle disposition?
Je pense que ça doit être l'article 10 de la loi électorale. Les mandataires, les ministres en fonction, tous ceux qui occupent les postes politiques devraient démissionner. Vous comprenez? Même le président. Vous comprenez? Sans le président. Vous comprenez? Laisse-moi analyser. Allez-y. Alors, l'ensemble des politiques que nous avons aujourd'hui, ils ont prôné ce que je dis ici, l'approche idéaliste. Ouais. Notre vie politique, nous sommes en train de la définir à la manière que nous l'avons conçue. Ngobila n'a pas démissionné. Gekoko n'a pas démissionné. Godempo également n'a pas démissionné. Mais pour les cas de la vie de Kinshasa, le gouverneur Ngobila, frappé par ce que nous connaissons tous, suspendu par son titulaire qui est le ministre de l'Intérieur, en dépit des griefs qui ont été mis à la charge non seulement d'Ngobila, de l'ensemble de tous les candidats qui ont été reconnus comme fraudeurs. Effectivement, la personne qui devrait assurer l'intérim de la ville, n'est-ce pas, c'est le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur s'est retrouvé candidat, élu. Il y a une rentrée parlementaire. Il ne devrait pas normalement siéger à assumer l'intérim de la province. On devrait laisser la province. C'est pour le 5. On devrait laisser la province au directeur de province. En attendant qu'un nouveau leadership arrive à la province, il rend le pouvoir à ces derniers. C'est la chose qui n'a pas été faite. Et lui-même, le président de l'APK, c'est un candidat élu. Donc, c'est-à-dire, à l'issue des élections de 2023, toutes les institutions exécutives et l'Assemblée provinciale est tombée caduque. Ils ne peuvent plus engager. Ils ne peuvent plus engager l'action gouvernementale de leurs institutions. C'est ce que j'ai dit. Je reste dans la légalité. Dans ce principe de réalisme politique. Voilà là où maintenant il y a des problèmes avec le régime ici. C'est l'effet de prendre ce qui est existant, ce qui devrait être, de ramener à ce qui est fait selon leur logique, selon leur appréhension des choses. Maintenant, ici, on se situe au niveau des chevauchements, dans la manière de prendre des décisions. Ngobila et qui, Godempo, suspend les gouverneurs, prend des mesures telles que nous les constatons dans les réseaux sociaux. Il relève les immunités. Il relève les immunités. Oui, il les relève les immunités. Et les gouverneurs disent non, c'est en violation de l'article 115 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. 215. Donc, 215, il y a maintenant dysfonctionnement total au niveau des deux institutions à cause de l'approche, n'est-ce pas, idéaliste de ces groupes de politiciens que nous avons aujourd'hui. Merci. Voilà beaucoup. Le problème. Merci, monsieur Jeannot Manyanga. Donc, on est dans un imbroglio total. Total. Donc, aujourd'hui, celui qui devait diriger la ville, c'était le directeur. C'est le directeur de province, c'est le cas partout. Qui assure et vous êtes en train gestion. de comprendre, il n'y a pas que la ville de Kinshasa, c'est l'ensemble dans toutes les assemblées provinciales. Et les gouverneurs sont restés intacts, mais ils sont élus. Merci. Or, ils devraient rendre les tabliers au directeur de province en attendant que l'assemblée provinciale soit installée, investie, n'est-ce pas? C'est l'assemblée provinciale qui va élire les gouverneurs et les directeurs de province rend le pouvoir à celui qui viendrait comme exécutif. Mais c'est partout. Dans tout le pays. Dans tous les pays. Merci beaucoup, monsieur Jeannot Manyanga. Alors, Maître Kizito, qui est gouverneur de la ville de Kinshasa? Le gouverneur Gentini, ayant introduit son recours, c'est dire qu'il a reconnu qu'il était suspendu. Voyez-vous? Et donc, il devrait bien évidemment reprendre son fauteuil et l'intérim de son vice-gouverneur allait cesser immédiatement. Mais l'option ou l'aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu une réquisition du ministère public qui a demandé au bureau de l'Assemblée provinciale d'élever les immunités de M. Ngobila parce que, pouvant répondre des faits lui imputés par la CENI, des fraudes électorales et consorts.
Voyez-vous? Et donc, il a été réhabilité. Dans ces... Attention. La justice ne l'a pas entendu pendant qu'il a été réhabilité. Non. L'action judiciaire, est-ce qu'elle a été entreprise pendant que la suspension, la levée des immunités courait? Non, non. Il y a des choses. Il y a d'abord la suspension venant du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, voyez-vous, et aussi, il y a la levée des immunités qui vient du bureau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, la question qu'on doit se poser, si le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a levé la suspension, est-ce que le vice-gouverneur peut continuer à demeurer comme gouverneur à d'intérim? Nous disons non. Mais alors, qui donne des immunités parlementaires levées par le bureau de l'Assemblée provinciale? Qui, d'ailleurs, a demandé à ce que le vice-gouverneur puisse assumer l'intérim pendant la période des hostilités judiciaires de M. Ngobila. C'est dire à ce stade, le VPM ayant levé sa suspension d'après les éléments qui étaient à sa position, et donc la mesure qui vient de l'Assemblée provinciale demeure. Et elle doit produire ses effets. Alors, l'article... C'est dire, en ce sens que c'est le vice-gouverneur qui assume les affaires courantes de la vie de Kinshasa. Il y a cette réplique du directeur des cabinets de Ngobila. Parmi les éléments qu'il cite, il y a ce que il dit: l'Assemblée provinciale, les règlements de l'Assemblée provinciale n'étaient pas validés, n'étaient pas publiés au journal officiel, et donc toutes les actions qu'ils ont posées en référence au règlement intérieur, telles que la levée des immunités, ne tiennent pas. Cette réplique ne produira jamais aucun effet. Comment ça? Oui. Parce que c'est une réplique qui vient pour satisfaire les besoins des réseaux sociaux. L'unique façon de faire taire la suspension du bureau de l'Assemblée provinciale, c'est de saisir les juges compétents, aller avec ses arguments et obtenir une décision qui vient casser la position prise par les bureaux. Donc, dire que... Mais les dire dans la rue, raconter tout ce qu'on peut raconter, ça n'a pas d'effet à produire. Il faut aller... Parce que la conséquence, c'est quoi? Le gouverneur, aujourd'hui, qui est interdit de solliciter de l'argent dans les différentes banques, s'il ose, la banque qui osera lui donner, octroyer de l'argent, octroyer des crédits bancaires, elle va s'exposer. Parce qu'il va accorder les fonds sur la personne qui n'a aucune qualité. Ça, il faut retenir ça. Mais... Parce que le mal, là où moi je trouve comme dangereux, c'est que au niveau de l'État, au haut niveau, au sommet, on ne peut pas tâtonner. Malheureusement, on tâtonne à tous les niveaux. Le VPM est incapable de prendre l'arrêté qui suspend le gouverneur. Voyez-vous, il passe par les messages Telegram qui ne relatent même pas les faits et motiver la décision de suspension. Il n'y en a pas. Motivation légale. Oui, il n'y en a pas. On prend, comme c'est la coutume, on fait des messages, comme on invite le gouverneur des fois par des messages Telegram. Venez, 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 venez. Voilà, on s'arrête là. Et donc, la décision du bureau, que faisons-nous de cette décision-là, du bureau de l'Assemblée provinciale? Alors, parce que la problématique, contrairement à ce qu'on raconte, Godin Poya a été candidat élu, oui. Est-ce pendant que les bureaux de l'Assemblée provinciale s'est réunis et a pris la décision d'enlever les immunités de Ngobila, Godin Poya était validé comme député à l'Assemblée nationale? Non. Alors, c'est de même avec tous les restes. La question, oui, tout ce que vous dites, c'est très très bien. On est heureux. L'intelligence, c'est bien. Qui dirige Kinshasa? Le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, je vous dis vrai. Pendant ce temps, si Ngobila prenait des actes, des décisions, engageait la province, ce sont des décisions inexistantes qui seront attaquées en justice et seront annulées.
Parce que n'ayant pas la compétence. La compétence à ce jour revient au vice-gouverneur sur base de la décision levant les immunités du gouverneur et demandant à ce que son vice-gouverneur puisse assumer l'intérim. Merci beaucoup. Alors, c'est trois avis différents. Pour vous, c'est le directeur provincial qui devait gérer Je suis dans la légalité. Affaires courantes, directeur provincial. Pour vous, c'est le gouverneur qui voulais dire un mot. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Vous, c'est le gouverneur Ngobila. Maître Kizito, pour lui, c'est Jekoko Mulumba. Alors, c'est compliqué. Par rapport à ce que vous avez entendu de vos co-débatteurs, qu'est-ce que vous réagissez? Bon, moi, je pense que les télégrammes a été motivé. Parce que moi, j'ai vu, on a dit stop, vu qu'il y a la justice, tout ça. C'est une façon de motiver aussi, ces télégrammes-là. Maintenant, j'en arrive au point qui nous divise ici. C'est celui en rapport avec la suspension. Que je sache, on dit souvent en droit que la compétence est l'attribution. Est-ce qu'une assemblée provinciale ou bien un bureau de l'assemblée provinciale peut-il suspendre un gouverneur de province? Non, lever les immunités. Non, suspendre. Ici, nous sommes en train de parler de la suspension. Parce que quand on dit que le vice-gouverneur puisse assurer l'intérim, ça veut dire qu'on a suspendu le gouverneur de province. Non. Nous sommes dans, n'est-ce pas, la réponse que Godin Poyi a réservée au réquisitoire du procureur. Vous comprenez? Le procureur lui a adressé un réquisitoire et Godin Poyi lui a réservé quand même une réponse. N'est-ce pas? Pour que le procureur se rende compte que l'autorisation de poursuite lui a été accordée pour qu'on enclenche des poursuites contre Gentini Ngobile. Tu as compris? C'est dans cette correspondance où Godin Poyi a dit que l'intérim devrait être assuré par les vice-gouverneurs. Est-ce que l'intérim doit être décidé au niveau du président de l'Assemblée provinciale? Par exemple, c'est la question que nous devons nous poser. Que je sache, l'Assemblée provinciale a la compétence de déchoir le gouverneur. Pas de prendre des mesures conservatoires dans le sens de suspendre le gouverneur. Mais non, pas du tout. En cas d'empêchement du gouvernement. Pas du tout. Je ne sais pas s'il y a une seule disposition qui le consacre. Il faut qu'on me montre cette seule disposition. Ce n'est qu'une interprétation. Là, on commence à interpréter tout simplement la correspondance qui a été adressée mais il n'y a pas un fondement légal qui sous-tend cet argument. Là, pour dire que non, comme on a dit ça, donc ça veut dire que l'autre devait forcément... quand on dit ça, donc l'autre est suspendu, c'est l'autre qui... L'intérim est organisé par qui? L'intérim, voilà, c'est la bonne question que nous devons nous poser. L'intérim d'un vice-gouverneur est organisé par qui? L'intérim des vice-gouverneurs est organisé par qui? C'est la loi. C'est la loi qui organise l'intérim. C'est la loi qui nous dit, en cas de ceci, voilà, c'est la loi, c'est la loi. Ce ne sont pas les interprétations. Qu'est-ce que dit cette loi, finalement? La loi ne dit pas que l'Assemblée provinciale doit décider de l'intérim de la tête d'un gouvernement provincial. Mais la loi ne dit pas ça. Que je sache, la loi ne le dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, la loi ne le dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit alors? Mais c'est clair, les choses sont claires. Comme l'eau des roches. Ne cherchons pas à compliquer les choses, c'est clair comme l'eau des roches. Ça veut dire que la personne qui doit désigner, la personne qui doit assurer l'intérim, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui doit désigner l'intérim. C'est le ministre de l'Intérieur qui doit désigner la personne qui doit faire l'intérim. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui avait suspendu Godin Poyi. Ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est simplement pour permettre à la justice de faire son travail. Et donc, vu que le ministre a réhabilité... C'est pour permettre à la justice de faire son travail que l'Assemblée provinciale a décidé de cette levée des immunités. Tout simplement. En ce qui concerne la suite, qui va maintenant assurer l'intérim, tout ça, c'est au niveau de l'administration que ça doit être fait sur la base, n'est-ce pas, de ce que la loi dit. Maintenant, qu'est-ce qui prime? Le ministre provincial réhabilite Ngobila pendant que les immunités sont toujours levées. Qu'est-ce qui prime? Les immunités sont levées pourquoi? Quel est l'objectif de la levée des immunités? L'objectif de la levée des immunités, c'est pourquoi?
C'est un peu comme une carapace qui ne pouvait pas permettre. C'est un peu comme une carapace qui ne pouvait pas permettre justement à la justice de faire son travail. Est-ce que la question c'est de savoir pourquoi les immunités ont été enlevées ou c'est de constater que les immunités sont enlevées et tirer les conséquences des droits? S'il vous plaît. Et voilà. Vous allez parler. C'est cela. Vous allez parler. Alors, donc c'est un peu ça. Donc je n'ai pas autre chose. Donc on peut avoir un gouverneur dont les immunités sont levées. Si je comprends bien. Ah, voilà. Ça. Bien sûr. On peut avoir un gouverneur dont les immunités sont levées. Je vais te donner un autre cas. Ici, nous avions Matata Pogno, dont on avait levé les immunités au niveau du Sénat, qui continuait à siéger comme sénateur. Matata Pogno, tu ne le voyais pas au Sénat? Il partait, il continuait à siéger comme sénateur. Donc c'est ça. Parce que jusqu'à présent, Ngobila est encore présumé innocent. Jusque-là, il est encore présumé innocent. Donc, les immunités n'ont en réalité pas vraiment d'impact sur la que la personne exerce. En réalité, puisqu'on lève les immunités, c'est juste pour mettre à la disposition de la justice. En tout cas, jusque-là, par rapport à notre loi, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas si on peut m'opposer une disposition pour me dire que, par exemple, quand quelqu'un il ne doit plus exercer, il ne peut plus exercer sa fonction. Quand les immunités sont levées, quand les immunités sont levées, toujours à exercer ses fonctions. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas rencontré la question de juste en 30 secondes. Non, mais pas les directeurs provinciaux qui devaient, parce que tous étaient candidats. J'ai un mot à dire. Voilà. Par rapport aux candidats, ce que je dirais, c'est que d'abord, il dit que Jekoko était élu comme, député provincial. Il est élu comme député provincial. Tu vois, il est élu comme député provincial et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a même pas encore il n'a même pas encore commencé à siéger comme député provincial. Non, en fait, il n'a même pas encore commencé à siéger. On n'a même pas encore validé sa candidature. Non, en fait, il y a ceci. On n'a pas validé sa candidature. Il a déjà été candidat. Quand vous êtes candidat déjà, selon sa logique, vous devez déjà vous mettre en dehors de la gestion de la chose publique. C'est ce qu'il dit. Non, il y a des postes qui sont prévus par la loi électorale et parmi ces postes-là, je ne vois pas le poste de gouverneur et de vice-gouverneur. Merci. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourra soulever, il peut nous lire l'article 10 de la loi électorale. Je ne sais pas si ça se trouve dans l'article, mais je sais que les ministres, les membres du gouvernement, que ce soit les membres du gouvernement au niveau national ou au niveau provincial, en tout cas, ça c'est pas... Pour être candidat, en tout cas, là, c'est pas prévu par la loi. Donc, leur mandat n'a pas encore été validé au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, on ne peut pas... Donnez-nous l'interprétation de cette disposition et montrez-nous en quoi cette disposition implique les gouverneurs, les associations des présidents de l'Assemblée provinciale, les vice-gouverneurs. En fait, ici, si nous restions dans l'interprétation de la loi électorale, comme mon prédécesseur l'a bien souligné ici, il y a les mandataires, il y a les ministres, n'est-ce pas? Non, pas les ministres. Il n'y a pas de ministres. Il n'y a pas de ministres. Il y a les mandataires actifs. Bon, voilà. Lorsqu'on dit les mandataires actifs, tous ceux qui gèrent les portefeuilles de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Les portefeuilles de l'État, c'est quoi? Il fallait que la loi dise que ministre ou vice-ministre. Parce qu'ils sont là, ils gèrent les portefeuilles de l'État. Qui gère les portefeuilles de l'État? C'est qui? C'est ce qui est dit dans la loi. Est-ce que vous pouvez lire? J'ai du mal. Laissez-moi lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire cette loi-là. Laissez-moi lire. C'est le point 5, je pense. La loi électorale. La liste, elle est exhaustive. Elle est exhaustive. Voilà. Mais restons dans ce qui nous concerne ici, par exemple, pour la ville de Kinshasa. Oui. Point 5. C'est ce que j'ai dit tantôt. Bon, voilà. Permettez-moi de lire, vous allez parler. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. Donc, ce sont les gens qui sont donc concernés par... il y a plusieurs paragraphes. Ça, c'est le paragraphe 105. Que je continue. Il y a 5 seulement ou... Non, c'est juste, je pense, jusqu'à 10. Voilà. 9. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve de la date limite, les membres des forces armées, les membres du Conseil économique et social,
Bon, là, on cite d'autres catégories. Hein. Sur les 5, c'est là qu'on cite les mandataires actifs et dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille. Voilà un peu. Voilà un peu là où. Bon, restons, c'est ce que j'ai dit tantôt, restons dans la logique que nous sommes en train d'interpréter la ville de Kinshasa. Oui. La ville de Kinshasa n'est pas différente des autres provinces. Parce que je constate ici que la ville de Kinshasa est gérée autrement que d'autres provinces. Comment ça? Vous savez que je prends seulement ce qui s'est passé dans des élections passées. En 2011, nous étions avec, en 2006, nous étions avec Ntata Ditumba. Nous avons travaillé avec Ntata Ditumba lorsque Ntata Ditumba est passé député. Les principes, le droit administratif est tel que lorsque vous êtes élu, vous exécutez des fonctions gouverneurs que vous devrez laisser. Nous sommes restés avec les directeurs des provinces. Peut-être c'est la loi électorale de l'époque. Nous sommes restés avec les gouverneurs de province. Il y a Jacques Badou qui est venu pour, en attendant que l'Assemblée souveraine puisse s'organiser, n'est-ce pas? Que l'Assemblée puisse élire un gouverneur. Est-ce qu'un gouverneur est un mandataire actif dans les établissements publics, comme le dit la loi? N'est pas mandataire actif. Donc, mais il est dans l'exécutif. Là, vous êtes d'accord avec moi? Oui, provincial. Il est dans l'exécutif provincial. La libre administration des provinces. Sinon, nous allons marcher, torpiller la loi sur la libre administration des provinces. Est-ce que c'est ce que dit la loi électorale, précisément? Non, non. Est-ce que vous avez la loi sur la libre administration des provinces? Parce que nous n'avons pas la loi sur la libre administration des provinces. Nous sommes focalisés sur la loi électorale. Quel article? J'ai la loi sur la libre administration. Vous comprenez? Vous avez la loi sur la libre administration des provinces? Je peux vous donner. Si tout celui... il dit qu'il a la loi sur la libre administration des provinces. Si vous avez un article particulier, on va le chercher. Nous allons l'interpréter parce que nous sommes sur le plateau. Pédagogique, les gens qui le suivent doivent... Nous allons l'interpréter. Je ne sais pas si vous aurez le temps peut-être de parcourir cette loi sur la libre administration des provinces. Nous devons nous focaliser dans ce qui se passe ailleurs. C'est l'État. Il ne fallait pas cautionner ce qui n'est pas cautionnable. Je suis en train de vous dire ici, tous les élus, à tous les niveaux qu'ils soient, sont réputés démissionnaires parce qu'ils seront juges et partis. Il faut dire la loi, donner la loi précisément. Nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre. Tous ceux qui nous suivent veulent apprendre. Sinon, ils seront juges et partis parce qu'ils sont partants. Mais donnez-nous les lois, monsieur Jeannot Magnan. Vous comprenez? L'Assemblée provinciale devrait élire les bureaux d'âge pour élire les bureaux définitifs. Ngobila est élu de ces bureaux, de cette assemblée provinciale que nous avons aujourd'hui. Non, il n'est pas élu. Ngobila est qui? Jekoko. Oui, Jekoko, oui. Je voulais dire Jekoko. Et du coup, Jekoko serait juge et parti. Il assume les affaires courantes de la province, en même temps en train de siéger. Je n'ai pas de disposition claire, je n'ai pas l'article clair, mais je suis en train de me résumer sur les principes. C'est ce que j'ai dit tantôt. Cette classe politique que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la classe politique qui devrait se focaliser dans l'approche structuro-fonctionnaliste, dans ce qui devrait être. Lorsque les politiques sont élus, la province, au niveau provincial, au niveau gouvernemental, ce sont les secrétaires généraux. Au niveau provincial, nous avons les directeurs de province en attendant que l'exécutif arrive. C'est ce que nous ne vivons pas. Donc, c'est que eux, les deux maintenant, c'est faux. Maintenant, non, je n'ai pas dit que c'est faux. Ce sont des mécanismes juridiques qui cherchent maintenant à s'en sortir, à gérer la province à leur manière. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes dans cette approche, n'est-ce pas, des politiques idéalistes. Travaillons à la manière où nous avons conçu notre société. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Travaillons à la manière dont nous avons conçu notre société. Il faut qu'on prenne la deuxième thématique. Apparemment, on ne s'est pas mis d'accord sur ce sujet qui gouverne la ville. On a 3 scientifiques sur ce plateau. Chacun a un point de vue. Lequel retenir, on ne sait pas. Maître Kizito, qu'est-ce que nous devons comprendre par ce que M. Fodi a dit?
il peut, bien que les immunités sont levées, le gouverneur peut continuer à gérer la ville parce que... C'est très compliqué. Quel est votre avis à ce sujet d'abord, et puis on reprend la deuxième thématique. C'est parce qu'on n'a pas compris les fonctions d'un gouverneur. De poser les actes ou de travailler en tant que gouverneur au moment où il n'a pas les immunités. C'est pas comprendre. Il prend le cas de Matata qui n'est qu'un simple sénateur et un président du Sénat. Il veut comparer ça. Lorsqu'il s'agit du président du Sénat, il démissionne. Ils ont tous les immunités. Ils ont les immunités, mais c'est différent. Mais pourquoi est-ce que Matata continue d'être sénateur malgré qu'il vous savez que Ngobila, lorsqu'il a été suspendu, il a poussé la porte. Il n'a pas voulu exécuter à l'ordre du VPM. Vous savez qu'on lui a ravi la garde. Voyez-vous? Alors s'il n'avait pas la garde, est-ce qu'on pouvait venir ravir la garde? Non, là, les attributs, c'est autre chose. C'est différent. Encore que, il faut le dire que lorsqu'on a levé les immunités, voyez-vous, il n'a pas été demandé à ce qu'on désigne son intérimaire. Qui devrait maintenant s'y mettre. Et maintenant, ici, dans le cas de M. Ngoubila, c'est que les bureaux, parce que lui, il a parlé, c'est la plénière qui devrait... Oui, la plénière, c'est pendant qu'ils sont en pleine session. Lorsqu'ils sont en vacances, c'est les bureaux qui se réunissent. Vous parlez... J'ai parlé de l'Assemblée provinciale. C'est bien, c'est la plénière de l'Assemblée provinciale. Non, l'Assemblée provinciale est constituée du bureau aussi et de la plénière. Ils sont en vacances, c'est pourquoi le bureau a décidé. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Les débats n'est même pas à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ils sont en vacances. Allez-y. Là, il n'y a aucun problème. Les bureaux, là, il n'y a aucun problème. Très bien. Allez-y. A décidé, c'est toujours l'Assemblée. A répondu à la demande du procureur général près la Cour de cassation. Le bureau de l'Assemblée. En procédant à la levée des immunités de M. Ngobila. Et là, dans la lettre de transmission de la lettre à lui comme gouverneur et la copie qui a été réservée au ministre de l'Intérieur, on dit qu'il faille désigner l'intérim à son vice-gouverneur. Là, c'est là que je peux peut-être rectifier quelque chose. Que puisque dans cette lettre, il est demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur de désigner son vice-gouverneur pour assumer l'intérim. Mais dans ces cas de figure, le vice-premier ministre n'a pas pris un acte, voyez-vous, désignant le vice-gouverneur pour assumer l'intérim du gouverneur. Le télégramme ne compte pas. Non. Là, c'est par rapport à la décision du bureau de l'Assemblée provinciale. Non, la décision réhabilitant Ngobila. Non, il n'y a pas eu de décision. Je vous ai dit qu'il y a des choses. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre. Il n'y a pas eu de décision. Il y a une correspondance qui a été adressée au il faut se arrêter de parler des choses. Il n'y a pas eu de décision. C'est pas intéressant. Dans ce sens-là. S'il vous plaît. La décision du bureau de l'Assemblée, c'est une décision. Elle est attaquable. Ce n'est pas une correspondance. C'est la décision qui décide d'élever les immunités. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est dans la correspondance, maintenant, on a maintenant fait on a transmis la décision, le vote du bureau et la lettre de transmission de cette décision. Voilà, ok. Voyez-vous? Et la décision qui enlève les immunités du gouverneur demande à ce que son vice assume l'intérim pendant la période où il sera en train d'être entendu par le parquet général. D'accord. Et maintenant, la problématique revient à qui? Toujours au VPM de l'Intérieur de désigner l'intérimaire. C'est lui qui doit assumer l'intérim. Chose qui n'est pas faite. C'est chose qui n'est pas faite. Et là, Yekoko n'est pas vice-gouverneur. Bien évidemment. Il les a mis tous en difficulté. Voilà. Donc, c'est les vice-premiers ministres de l'Intérieur qui les a mis en difficulté parce qu'on n'a pas vu, vraiment, dans les réseaux sociaux où on prend toutes les données, on n'a pas vu là où le vice-premier ministre de l'Intérieur a pris acte de la décision levant les immunités du gouverneur en choisissant le vice-gouverneur pour assumer l'intérim. Pour ajouter également, nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs. De la même manière que le gouverneur a été destitué par le ministre de l'Intérieur. C'est lui-même le ministre qui désigne l'intérimaire. Voilà. Nous n'avons pas vu la lettre désignant l'intérimaire de Jekoko. Donc, Jekoko lui-même, il s'est autoproclamé intérimaire. Ça s'est passé dans le Lualaba. Rappelez-vous dans le Lualaba, lorsqu'on a suspendu le gouverneur Mouyèche, le vice-gouverneur qui était là, Fifi Masuka, avait reçu un télégramme
la désigna comme intérimaire. Pour le cas de la ville de Kinshasa, le mois achevé, nous n'avons pas vu la lettre désignant Jokoko l'intérimaire. Si, il y avait un télégramme. Mais il y avait un télégramme. désignant Jokoko. Les débats sur les décisions, on a déjà fait ça ici. Comme l'intérimaire. Maintenant, ce sont des télégrammes. Mais maintenant, c'est par rapport à la décision du bureau de l'Assemblée provinciale. Les chevauchements, comme je l'ai dit tantôt, les chevauchements se passent au niveau du ministre de l'Intérieur. Premier ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a mis tout le monde en difficulté. Le poste est vacant. Officiellement. Bien évidemment. Le poste est vacant. Parce qu'il n'a pas levé l'intérim du vice-gouverneur. Il a réhabilité les goûts. Il devrait réagir par le même acte en lui retirant l'intérim pour que l'autre entre en mission. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe même dans le Roland. Je vais préciser une chose. L'intérim là a été accordé sur base d'un télégramme. Et c'est ce même télégramme-là qui a même encore réhabilité le gouvernement. C'est le même télégramme. Ça, c'est dans un autre maintenant, vous allez me dire quoi? C'est le même télégramme. Ça, c'est un autre aspect. Mais l'aspect de la décision du bureau de l'Assemblée provinciale. Non, là, c'est autre chose. Nous ne sommes pas à ce niveau. Parce que moi, je pense, on ne peut pas demander, on ne peut pas désigner un intérimaire là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. L'intérimaire est désigné. Ça, c'est une recommandation. Et il faut une simple recommandation. Un problème, cette recommandation, c'est qui vient de l'Assemblée provinciale. Ce que le commun de mortel appelle conflit politique entre Godin Poy, Ngobila et le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Conflit entre Godin Poy, le ministre de l'Intérieur, et Ngobila. Alors, nous demeurons dans le flou. Nous demeurons dans le flou, en tout cas, ville de Kinshasa, qui est gouverneur. Ah, vous constatez vous-même que l'épineuse question demeure. Eh bien, nous prions, finalement, nous nous remettons entre les mains de Dieu. Alors, deuxième thématique, mesdames et messieurs, gouvernement de la... Prochain gouvernement, quel profil pour quel défi? Alors, je commence avec... Monsieur Janon, je commence avec vous. Quel gouvernement pour quel défi? Quel gouvernement pour quel défi? En fait, je ne suis pas proche du pouvoir, je suis de l'opposition, comme je l'ai dit, mais je devrais quand même apporter quelques touches par rapport à l'avenir de notre pays. Les profils, il n'y a que le profil que le président lui-même sait, les personnes avec lesquelles il veut travailler comme ses collaborateurs. Vous savez que les 5 ans passés, le président nous avait présenté un gouvernement de warriors, tel qu'il avait appelé. Selon la conception des warriors, selon l'approche présidentielle, il voulait voir des ministres qui devaient répondre, n'est-ce pas, à la vision du chef de l'État, aux ambitions, à l'attente de la population. Mais, lorsque je commençais à parcourir l'avenir de notre pays, je suis tombé sur plusieurs approches développées par les régimes passés pendant les quinquennats du chef de l'État. Je pense que ces ambitions qu'il avait présentées pendant les quinquennats passés, je pense, s'il a la bonne volonté de l'appliquer pendant ces 5 ans encore. Vous savez que nous avons évolué avec ce plan, le plan national stratégique de développement, PNSD. Ce PNSD, c'est le président de la République. Ce PNSD, ça date. Non, oui, le PNSD a commencé depuis 2015. Mais le président de la République s'est inspiré dans ce PNSD de s'approprier cette vision, l'objectif 2050 pour le développement 2050. Mais c'est un plan qui permet à pouvoir développer les pays. N'est-ce pas? Dans ce PNSD, c'est le PNSD qui vient de nous donner la production du PDL 145 territoires. Le président de la République, avec ce nouveau collaborateur, je pense qu'ils vont devoir exécuter ce PNSD. Je pense. Or, le président dit il faut pérenniser les acquis des quinquennats passés. Or, lorsque je fais l'analyse des acquis des quinquennats passés, sont presque mitigés. Le président devrait se focaliser sur ce PNSD que lui-même a implémenté. Il est passé outre la recommandation de l'opposition parce que nous parlons
du développement qui est incarné dans ce PNSD, si le président de la République peut appliquer les PNSD dans la loupe et dans la... C'est quoi le constat? À la lettre. C'est quoi le constat? Le constat, c'est qu'il n'est pas appliqué. Le constat, du PNSD. Oui, le constat est que nous avons constaté que le président lance un projet, mais le président ne marche pas dans ce projet-là. C'est quoi la valeur? C'est quoi la particularité? C'est quoi la force de ce PNSD-là? De la force de PC, la force, il y a la force économique, surtout ce PNSD consiste, pose ses bases de développement sur les développements agricoles, économiques et socio-culturels pour se maintenir dans ces fléaux de la mondialisation. C'est là qu'il s'est focalisé beaucoup plus sur la pérennisation des actions du PDL 145. Or, le PDL 145 n'a pris qu'un secteur, qui est le secteur infrastructure. Or, le PDL 145 parle de l'eau, publié par le président de la République, parle des infrastructures, parle de l'électricité, parle de l'eau, n'est-ce pas? Parle de développement agricole. Le président vient de finir son quinquennat avec un secteur qui est resté en souffrance, le secteur d'infrastructure. Il s'est attelé beaucoup plus dans les secteurs d'infrastructure que d'autres secteurs, que lui-même a publié. Merci, alors, c'est là que nous nous lançons maintenant, nous rappelons au président de la République, rappelez-vous du lancement de votre PNSD et la suite. Le PNSD, et la suite des PDL 145 territoires. Si le gouvernement d'aujourd'hui peut se focaliser dans d'autres secteurs des PDL 145 territoires, l'agriculture, l'infrastructure, l'eau et l'électricité, ça serait une bonne chose pour le développement de notre nation. Ça serait une bonne chose pour le développement de la nation. Et donc, pour vous, la question principale, c'est le respect des engagements qui ont été pris. Pas forcément Que lui-même puisse respecter ce que lui a écrit, lui-même ce qu'il a élaboré. Je ne sais pas si je serai injuste en vous donnant la parole, parce que vous venez de parler. Oui. Je donne la parole à Maître Fedi Bamba. Quel gouvernement pour quel défi? Quel gouvernement pour quel défi? Je pense qu'il n'y a pas trop de réflexions à faire à ce sujet. Le président de la République a fait pratiquement 5 ans à la tête de ce pays. Et les 5 ans qu'il a fait à la tête de ce pays lui a permis d'arriver véritablement à connaître tous les acteurs politiques et voir dans quelle mesure il peut jeter son dévolu sur une personne qui pourra faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Les secteurs phares, c'est lesquels et pour quel profil selon vous? Pour le moment, ce qui est plus important, c'est de choisir une personne qui aime le pays, un vrai patriote qui aime le pays et qui va se mettre au travail, mais bien entendu qu'il soit compétent. Je n'aimerais pas rentrer dans les débats de dire que non, il faut qu'on puisse, c'est pas moi, envoyer les anciens qui ont commencé dans ces pays, les anciens, les envoyer, c'est pas moi, en retraite pour mettre les jeunes et tout ça. Non, ça pas ça. Je suis au niveau de l'homme. Il faut qu'on cherche un homme qui soit effectivement intègre. Un homme qui soit effectivement intègre et qui peut faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Les secteurs sont connus. Parmi les plus grands défis que nous avons, je vais te donner seulement un petit exemple de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est constituée d'environ 10 millions de personnes. Nous sommes 10 millions de personnes. C'est un marché important. On peut capitaliser ces 10 millions de personnes. Est-ce que vous savez que cette ville de Kinshasa, c'est 10 000 km². Vous comprenez? La ville de Kinshasa, au total, c'est 10 000 km². C'est un marché important. Sur les 10 000 km², il y a une répartition spatiale déséquilibrée. Dans la mesure où vous avez 22 communes qui sont concentrées sur 1100 km². L'unique commune de Maluku et la commune de Lancélé constituent 8900 km². Vous voyez, les espaces qui ne sont même pas déséquilibrés totalement. Une répartition spatiale déséquilibrée. Tout ça, il faut voir. Il faut viabiliser tous ces endroits-là de telle sorte que
les populations ne soient pas seulement concentrées de ces côtés. Vous voyez tous les désordres qu'il y a aussi. Tout ça, donc, les défis dans ces pays, les défis, il est effectivement énorme. Le défi est énorme, c'est celui des infrastructures. Il faut construire les infrastructures de base. Et ces infrastructures de base, je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité de les construire parce que vous avez suivi vous-même que le programme sino-congolais a été révisité. On parle d'environ 300 millions de dollars qui seront décaissés chaque année, au mois de mai de chaque année. Au mois de mai de chaque année. Et cet argent-là est affecté principalement à la construction des infrastructures de base. Vous comprenez? Ça, c'est en dehors n'est-ce pas, des crédits qui sont alloués aux infrastructures dans notre budget. Vous comprenez? Ça veut dire que ce pays va quand même connaître un changement notable, un changement significatif. Avec 300 millions, millions, pendant 5 ans, ça peut quand même changer. Oui, je pense que pendant 5 ans, ça peut quand même changer l'image de ce pays. Bien entendu, Paris ne s'est pas construit. Paris ne s'est pas construit en un jour. 1 kilomètre, mais ça peut nous prendre combien d'argent? Non, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours la norme, c'est toujours 1 million 1 kilomètre. Donc ça veut dire environ 350 kilomètres chaque année. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que on va quand même constater qu'il y aura un changement. Bien évidemment que on ne va pas construire tous les Congos d'une manière générale en 5 ans, mais il y aura quand même un bond en avant qui sera fait sur la base de ces infrastructures-là. Donc, les défis infrastructurels, vous avez aussi les problèmes du social. Le problème du social, il faut garnir le panier de la ménagère. Et pour arriver véritablement à garnir le panier de la ménagère, comme tu le sais bien, il faut qu'il y ait des industries de fabrication, des industries de production, de telle sorte que nous puissions créer la richesse. Qu'il y ait une vraie croissance, une croissance qui soit inclusive. Et pour que cette croissance soit inclusive, il faut que on crée des industries, les gens vont au travail, ils ont un revenu à la fin de chaque mois, on les paye et ils arrivent au moins à nouer les 2 bouts du mois. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Maître Freddy Mamba. Je pense qu'on va peut-être prendre le dernier tour de table. Hein. On prend Maître Kizito et puis on prend le dernier tour de table pour conclure. Maître Kizito, votre avis à ce sujet? Quel gouvernement pour quel défi? Quel gouvernement pour quel défi? Le gouvernement, il faut un gouvernement de warriors. Encore? Oui. Encore? Il faut un gouvernement de warriors parce que il y a un problème sérieux dans notre pays. Lequel? Le problème, c'est que vous verrez que jusque peut-être début ou fin mars que nous aurons les premiers gouvernements. Dans le mois de février va passer comme ça, on n'aura pas un gouvernement. Peut-être début mars ou fin mars. Mais, voire même mai. On peut arriver au mois de mai. Et pendant tout ce temps, c'est compliqué. Et ceux qui vont venir, les temps qu'ils puissent mettre en place leurs cabinets respectifs et que le président de la République, leurs petits frères, leurs oncles, le président de la République puisse prendre l'ordonnance fixant les attributions. On va pas toute une année. Ça, donc, l'année 2024, il faut déjà oublier ça. Donc, il faut compter peut-être 2025 et 2025, 2026, puis 2027. 3 ans, puisque 2028, c'est l'année électorale, rien ne sera fait. Et maintenant, pour arriver à former ce gouvernement, vous savez ce que ça donne dans notre pays. D'abord, nous avons une constitution qui veut que la majorité à l'Assemblée nationale où les partis majoritaires puissent gouverner. Or, aucun parti politique n'a jamais eu la majorité parlementaire ici dans notre pays. Il faut recourir dans des groupements. Or, pour former des groupements parlementaires, c'est un problème sérieux. Cette majorité se constate, en fait, la majorité parlementaire se constate après les élections. Après les élections. Or, lorsque nous avons suivi avec vous la CENI publiant les résultats, aucun parti politique n'a eu 251 députés. Ni aucun groupement n'a osé atteindre les plus de 150 députés.
Ça, c'est un problème sérieux. Et maintenant, pour sortir un gouvernement, définir la politique, c'est un problème énorme. Et mettre en pratique les projets ici, nous sommes à 4, nous pouvons bien monter les projets ici pour diriger ce pays. Mais c'est la mise en pratique de nos idées qui pose cet énorme problème. Puisque chaque membre venant d'un parti politique différent, avec des agendas cachés, gauche-droite, pour accomplir l'intérêt général, c'est tout un problème. D'abord, c'est l'intérêt soit de son leader, de son parti politique, de son regroupement, puis un peu, c'est le positionnement, comment il peut rester longtemps, terminer tout le temps du mandat du président de la République, être là. Donc, c'est compliqué. Très compliqué. Et donc, il faut... ce n'est pas maintenant, parce que nous sommes déjà mal partis. Dans les erreurs du passé Ils vont se répéter. Ils vont se répéter parce que on a semblé parler de l'union sacrée, mais voyez-vous ce qui se passe déjà. Dans ce mandat, il est mal parti, donc. Nous sommes mal partis, nous partirons bien. On risque de mal chuter encore. Lorsque nous arriverons dans ces pays à aller aux élections avec soit des regroupements qui ont de l'ancrage sur toute l'étendue du territoire national, et que les partis qui sortiront majoritaires, celles dirigent ces pays pendant ces mandats-là, et ceux qui n'ont pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, ils ne dirigent pas. Et comme ça, ceux-là qui vont diriger, nous allons les regarder, voir leurs actions, et les sanctionner s'il faut le moment venu. Merci beaucoup, M. Kizito. Malheureusement, nous partons par des compromissions, des choses, gauche-droite. C'est très compliqué. Or, les défis, tout est au rouge. Je ne cesserai de les dire. Jusqu'à ce stade, nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons pas encore décollé jusque-là. Il faut qu'on décolle pour espérer grand chose. Merci beaucoup, M. Kizito. Voyez-vous, puisque jusqu'à présent, les infrastructures, c'est un besoin urgent. Un besoin urgent. En dehors de ça, le social, le manger, la vie sociale, les écoles, la maternité, tout ça, la maternité. Tout ça, il y a absolument rien. L'électricité, je peux vous dire que dans ces pays, il y a des gens qui sont nés, qui sont morts à 80 ans, qui n'ont jamais vu les fiscs des signaux d'une ampoule comme ça. Quelque part. Dans ce pays. Dans ce pays. Nés, morts, jamais. Les enfants sont restés, ils n'ont encore rien vu jusqu'à ces jours. Dans ce pays. Dans ces pays. Ils existent. Et donc, c'est très compliqué. Il faut maintenant les sursauts patriotiques. Et le président de la République, avec sa volonté, qu'il essaye de faire quelque chose, mais on ne sait pas s'il va s'en sortir. S'il va s'en sortir. Vraiment. Une minute seulement. Il faut changer le système, changer l'homme. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, en une minute, messieurs, dames, comme vous le savez, hein, lorsque nous sommes en train de faire l'analyse sur le profil des gens, la plupart, nous sommes en train de taper à côté parce qu'on pense que c'est la figure de l'homme ou les visages des hommes que nous avons, par exemple, pour mieux faire les choses. Or, pour les cas de notre pays, nous avons besoin de la nouvelle classe politique, la classe des nationalistes, des personnes qui vont devoir intérioriser l'amour de l'État, l'amour de la patrie pour la rationalisation de l'action de l'État. C'est là où nous en sommes avec cette nouvelle classe politique. Comme mon prédécesseur vient de le dire ici, vous avez vu vous-même, à l'issue d'une élection, la majorité s'est dégagée. On n'aurait dû pas aller, on a désigné un informateur parce que tous sont issus de la majorité présidentielle. La majorité a été déjà dessinée. Nous nous retrouvons dans une majorité avec l'opposition des 18 députés de l'opposition. Donc, c'est-à-dire, ces gouvernements ici. Une vingtaine. Vous les confirmez, une vingtaine. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Dans des jeux démocratiques, n'est-ce pas? C'est la majorité qui est au pouvoir. Or, l'opposition joue le rôle d'icelle pour donner de la saveur. À la saveur au jeu démocratique. Au jeu démocratique. Merci beaucoup. Mais ce régime a étouffé, n'est-ce pas, l'opposition. C'est la même majorité qui risque de devenir aujourd'hui l'opposition de même pouvoir. Ça, c'est un élément. Merci beaucoup. Deuxième élément. Tous ceux qui sont en train d'arriver aujourd'hui
Nous avons vu la concession des jeux, la concession des jeux démocratiques. Kamere a créé le plateforme. Il y a Jean-Pierre Bemba qui est en train de créer son plateforme. Il y a Samalukonde qui est en train de créer des plateformes. Nous nous retrouvons au sein de la même majorité présidentielle. Donc, avec des gens avec des agendas divergents. Merci beaucoup. Donc, les pays risquent d'être bloqués à cause de cette nouvelle classe politique des gens nommés que nous sommes en train d'observer au niveau de cette législature. Merci beaucoup. C'est dommage. Des gens nommés comme vous. C'est dommage. C'est votre avis. Alors, Maître Freddy, c'est quoi? L'homme, le système? Oui, il faut, à mon humble avis, changer l'homme congolais. L'homme congolais soit changé. Il faut qu'il y ait une sanction, une vraie sanction. Vous savez, la plupart des pays qui se sont développés, c'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'il manque des gens qui veulent violer la loi. Ils sont là. L'homme est un criminel né, en fait. Nous avons appris ça avec... C'est Lombroso qui l'a dit, je crois. L'homme est un criminel né. Vous comprenez? Ça veut dire que même en Europe, là-bas, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir violer la loi. Alors. Mais ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas? C'est parce qu'il y a une sanction. C'est parce qu'on sanctionne. Je pense que même ici, chez nous, si on commence à sanctionner, notre justice commence à fonctionner normalement, parce que c'est le cas de le dire, nous ne pouvons pas nous voiler la face, il y a un problème au niveau de notre justice. Mais je pense que s'il y a des efforts qui sont faits de ces côtés-là, vous allez voir que ces pays, c'est avec une justice, on dit la justice élève une nation. Et je pense que je m'aurais rencontré mon frère qui a dit ici que ce n'est pas normal que l'opposition, comme vous savez, 20 opposants, mais ils n'ont pas participé, ils ont boycotté les élections. Ils s'attendaient à quoi quand ils boycottaient les élections? Il est du FCC. Vous avez boycotté, vous n'avez pas participé. Oui, comment vous pouvez regretter qu'il n'y ait pas d'opposants au niveau... Vous avez boycotté. Non, et même ceux qui sont partis étaient vraiment indécis, décourager les gens. Ils disaient qu'il n'allait pas y avoir élection et tout ça. À part nos amis de Dupro ici qui disaient clairement qu'ils allaient participer à ces élections. Comment ils commencent aujourd'hui encore à s'interroger sur le fait qu'il y ait moins de députés provinciaux, à regretter le fait qu'il y ait moins de députés au niveau de l'Assemblée nationale, de l'opposition. Je voulais dire Ils ne voulaient pas participer. Vous allez parler. Je voulais dire on n'a plus le temps. C'est une question importante parce que je devrais, oui, effectivement. En fait, il ne faudrait pas prendre la position de l'FCC aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir participer dans des élections, c'est comme si nous devons devoir aussi disparaître d'une manière politique. C'est faux. C'est quelque chose qu'il faut enlever dans les têtes des gens. Vous savez, lorsqu'on est acteur politique, nous nous comportons, nous, du FCC, dans cette logique de la société civile. Vous savez, pour mieux gérer l'État, il y a l'apport de la société civile. Nous sommes un consortium de partis politiques. Nous donnons nos points de vue par les billets de la population. Au FCC, il y a la population qui ont élire aussi les présidents de la République. Mais ces derniers, lorsqu'ils sont dans leur territoire, comme mon prédécesseur l'a dit, dans des territoires, qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a pas d'eau, bon, ces derniers n'ont pas droit d'élever la voix pour dire qu'ici il n'y a pas d'eau parce que le FCC n'a pas participé aux élections. C'est partir dans des fausses bases. Merci beaucoup. Mais la réalité, je vais parler d'un point précis. Merci beaucoup. On doit finir. La réalité des députés au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. L'opposition qui a participé dans des élections, il y a que 20 députés. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on n'aura pas l'Assemblée nationale équilibrée. On n'a plus le temps. Une minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut? L'homme, changer l'homme, le système, selon vous? Ou les deux? Ou il faut continuer comme ça? Non. Je suis convaincu qu'il faut changer les systèmes. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Parce que quand vous prenez nos lois, nous les fabriquons, soit en copiant les pays occidentaux, voyez-vous, soit en se comparant, bien évidemment. Alors que ces pays-là ont leur propre culture. Ils ont déjà fait un pas. Nous sommes encore très loin. Donc, on ne peut pas, du coup, comme ça, toi qui sors, qui viens d'une vie de misère noire, comparer de vivre au même pied d'égalité que celui qui vient d'une vie de bourgeoisie qui a commencé depuis son arrière-grand-parent. Voyez-vous, c'est là le problème. Les systèmes.
Nous avons un système, quand vous lisez la Constitution, puisque vous voyez un peu il a parlé, il a évoqué les regroupements qui venaient de créer les gens de l'Union sacrée avec Vital Kamerhe en tête et les autres. Ça crée des tollés. En réalité, ça ne devait pas créer des tollés. En réalité, non. La majorité est Parce que connue. les gens parlent de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas un regroupement politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a ni statut, ni quoi, ni règlement. Non, il n'y a rien. Il n'y en a pas. Donc, dans l'entendement du chef de l'État, c'était pour s'entourer des gens autour de lui pour que son programme puisse bien évoluer. Mais la Constitution est là. Il vous dit, pour nommer les gouvernements, les premiers ministres d'abord, il doit sortir de la majorité parlementaire. Or, les partis qui ont concouru aux élections, ou les regroupements qui ont concouru à ces élections, aucun regroupement n'a eu la majorité parlementaire. Voyez-vous, c'est dire que lorsqu'il va s'hasarder, lui, le président, c'est son dernier mandat, aller prendre un député qui ne sera pas accepté par les autres. Le combat commence le même jour. Ça va bloquer, Ça va bloquer. Et maintenant, nous avons un problème de la stratégie géopolitique pour avoir les ministres qui viendraient de chaque territoire, de chaque province pour créer l'équilibre. Et pour en arriver là, c'est un problème énorme. Voyez-vous? Et donc, merci. Changeons les systèmes. Il faut commencer par toucher cette constitution qui est mise en place. Changer ou réviser? Changer ou il réviser? faut changer. Il faut changer. Moi, j'espère qu'il faut changer. Tu vois maintenant les intentions de pouvoir. Merci beaucoup. Parce qu'il faut changer la constitution pour qu'on puisse partir sur les bonnes bases. Les bonnes bases. En tenant compte de notre propre culture. Il faut savoir que nous évoluons. Il faut évoluer aussi nos textes. Merci Ce n'est beaucoup. pas ça. Nous évoluons. Il faut aussi évoluer nos textes. Mesdames et messieurs. Les mêmes peuples qui a mis en place cette constitution, c'est les mêmes peuples qui prends les paroles de notre bien. Sphinx qui a dit. Non, vous avez déjà parlé. On n'a plus le temps, malheureusement. On doit mettre fin à Sphinx qui a l'émission. dit au Congo, on n'a pas besoin, on n'a pas un problème de texte, on a un On se problème d'homme. retrouve demain Les textes sont, avec Monsieur Daniel Kamboua pour Grande Tribune. Au revoir.